J'ai perdu 80 000 euros et c'est grâce à ça que je voyage autant. Peut-être que cette phrase n'a pas de sens pour vous. Pourtant, c'est une histoire vraie, c'est la mienne et je vous la raconte de suite. Salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre et j'ai une chaîne YouTube de voyage en Asie, ce qui fait que je suis plus connu sous le nom de Monsieur Puss. Et oui, c'est en perdant la somme de 80 000 euros que j'ai pris la décision de lancer cette chaîne et ce qui me permet de voyager autant au jour d'aujourd'hui. Mais comment j'ai perdu 80 000 euros et qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette décision d'ouvrir cette chaîne? Allez, on remonte en 2010. En 2010, je suis en France. Après des échecs professionnels, aussi bien en Italie qu'en France, je ne suis pas épanoui, je me sens bridé, il faut que je me crée des nouvelles opportunités. Du coup, je prends une décision, je pars travailler en Australie. Avec mon passeport français, je peux obtenir ce qui s'appelle un Working Holiday Visa, c'est-à-dire un visa travail-vacances. On est maintenant en avril 2011, c'est le grand départ, je suis motivé comme jamais, je veux en découdre, je veux économiser un max de thunes pour justement créer des opportunités. J'arrive en Australie, je parle pas anglais, je suis bidon, c'est à peine je sais comment me présenter. Je sais dire que je m'appelle Pierre, que je suis français. Ça s'arrête là. J'ai mis 30 minutes pour acheter une carte SIM. J'arrivais pas à avoir mon numéro de taxe. En Australie, quand vous voulez travailler, il faut un numéro de taxe. J'arrivais pas, je comprenais pas ce qu'on me disait, je comprenais pas ce qui était écrit. On m'a donné un traducteur. Du coup, je parle pas anglais, je peux faire que des petits boulots. Donc, je commence à travailler dans l'agriculture. Je ramasse des oranges, je ramasse des citrons, des clémentines. Et puis seulement, ça c'est que des boulots saisonniers. Alors je fais aussi du ménage, à nettoyer des toilettes toutes pourries. Qu'est-ce que je fais après aussi? Je livre les journaux. Vous savez, comme dans les films, là, qu'on voit les ados qui sont sur les vélos, qui jettent les journaux. Eh ben, j'ai fait ça, mais à pied. J'avais pas de vélo. J'enchaîne les petits boulots. Mais ce que je fais tous les soirs, c'est que je regarde des séries américaines en anglais, sous-titrées en anglais. Et peu importe ce que je fais, où je vais, je pointe toujours tout du doigt. Hey, comment on dit ça? Comment on dit ça? Comment on dit ça? J'essaye d'apprendre l'anglais. Ce qui était vraiment important pour moi pour essayer de plus m'épanouir déjà et avoir plus d'opportunités au niveau des boulots et donc gagner plus d'argent. Parce que le motif de ma venue en Australie, c'était gagner de l'argent. Qu'on en soit clair, on va pas se mentir. Voilà. C'était pas pour voir des kangourous. Bien évidemment, j'étais très content de voir des kangourous et d'explorer l'Australie, qui est un pays vraiment magnifique. Mais mon but principal, c'était de faire de la thune. Tout simplement. Maintenant, 10 mois se passent, j'ai enchaîné les petits boulots, j'ai réussi quand même à économiser une petite somme. À l'époque, c'était, je crois, 25 000 $. Ce qui m'en rendait, j'étais déjà super fier, super content. Malheureusement, mon père, à l'âge de 61 ans, décède. Du coup, après 10 mois, je rentre en France pour les funérailles de mon père. Alors, je dis pas ça pour me faire plaindre, oh pauvre monsieur Puss, t'as perdu ton père, il était jeune et tout ça. Non, c'est parce que vous allez voir, ça a vraiment son importance dans la suite de l'histoire. Je rentre donc en France après 10 mois, je reste quelques temps avec ma mère, après on part un peu voyager. Voilà, il faut que je me reprenne. C'est quelque chose de difficile, pas que pour moi, mais pour tout le monde. Quand on perd quelqu'un de proche, c'est jamais facile. Je me reconnecte avec moi-même, je repars en Australie. Cette fois-ci, je commence un deuxième visa. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait enchaîner 2 visas Working Holiday sous certaines conditions. J'avais rempli les conditions, je pouvais en faire un deuxième. De là, je pars dans une petite ville au milieu de nulle part. Pour vous dire, la ville la plus proche était à 1600 km. J'étais dans une ville qui s'appelle Karata. On est maintenant en 2012. Et là, je fais une rencontre qui va changer ma vie. Il y a cette dame qui s'appelle Rosie, qui m'a donné l'opportunité d'avoir un boulot dans une entreprise qui est à peu près l'équivalent de métro. Et ce que je fais, je suis tout simplement le bon à tout faire. Quand il faut réparer quelque chose, c'est moi. Faire les livraisons, c'est moi. Préparer les commandes, c'est moi. Répondre au téléphone, parce que maintenant je peux me débrouiller un tout petit peu en anglais, donc je peux répondre au téléphone. Tout se repose sur moi. Voilà. Je suis le bon à tout faire et ça me dérange vraiment pas du tout. Parce que moi, ce que je veux, c'est un boulot qui peut éventuellement me donner une extension de visa. Je me donne et cette dame me dit, écoute Pierre, j'aime bien comment tu bosses. Si tu veux, je t'aide à faire une extension de visa, ce qui s'appelle un sponsor visa. C'est-à-dire, mon visa sera lié à l'entreprise. Si je quitte l'entreprise, je perds mon visa. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un visa pour 4 ans. On fait tous les papiers, tout ça, ça prend plusieurs mois et j'ai enfin mon visa, je peux rester 4 ans. Pour rappel, je travaille pour une entreprise qui est l'équivalent de Métro en France. Vous savez,
entre guillemets, cette grande surface pour professionnels, pour acheter de la bouffe et tout ça, tout ça. Du coup, je balade toujours à droite à gauche pour faire des livraisons, que ce soit des restaurants, des écoles, des camps miniers, parce que j'habitais dans une ville qui était vraiment au milieu de nulle part, où il y avait des camps miniers. En fait, c'est comme ça que la ville était née. Et ça aussi, ça a vraiment son importance. Cette ville est née grâce aux camps miniers. Un peu plus dans les terres, il y avait plein de mines de fer. Énormément de mines de fer. Mais, comme il y avait énormément de mines de fer, il fallait énormément de monde pour travailler dans ces mines. Mais il fallait aussi énormément de monde pour construire une ville et loger ceux qui travaillaient dans les mines. Du coup, dans les années 2010 jusqu'à 2014, il y a eu ce qui s'appelle dans cette ville le mining boom, le boom minier. C'était vraiment plus que le plein emploi. Tout le monde avait du travail, même 2 travails chacun. Moi, j'avais aussi 2 boulots. On faisait tous de l'argent, tout était beau, tout était rose. Parce qu'il y avait à la fois les miniers, il y avait à la fois tous ceux qui travaillaient dans la construction pour construire toute la ville, puis tout un tas de choses qui va avec. C'était vraiment génial. Ça, c'était la période de 2010 à 2014 pour cette ville. Donc moi, je suis à Karata, la ville s'appelle Karata. J'ai maintenant mon visa sponsor, je peux rester 4 ans de plus. Et donc, comme je vous disais, je faisais des livraisons de bouffe et tout ça. Donc, pour différents établissements. Un jour, il y a quelqu'un qui avait un magasin de fish and chips. Si vous ne savez pas ce que c'est les fish and chips, c'est tout simplement du poisson pané servi avec des frites. Il tournait super bien, il y avait toujours du monde et tout ça. Et puis le mec, il me dit, écoute, nous, c'était des Néo-Zélandais, on a envie de retourner en Nouvelle-Zélande, on veut vendre le business. Ok. Moi, toujours avec un seul objectif, faire plein de thunes pendant toute la période de mon visa, pour que quand j'ai plus de visa, je puisse bifurquer sur une autre opportunité, avoir un bon coussin financier pour avoir l'opportunité de faire un business. C'était vraiment mon objectif. Et là, donc, ça me donne des idées. Ce mec qui me dit, ouais, voilà, je vends mon fish and chips, ça me donne des idées. Je réfléchis, et là, je lui dis, je vais le revoir un jour, je lui dis, au moment d'une livraison, je lui dis, bon, écoute, moi, j'aime bien ton business, ça marche bien, ça pourrait éventuellement, potentiellement m'intéresser, mais d'abord, je veux voir vraiment ce que ça donne de l'intérieur. Est-ce que ça te dit de m'embaucher quelques mois, le temps déjà que je me familiarise avec le business, et que je vois aussi comment il tourne, si vraiment on peut faire de la thune, tout simplement. Le mec, il me dit, mais en plus, ça c'est génial, on cherche quelqu'un. Je dis, bingo, super. Donc tous les jours, après le travail, je vais travailler au fish and chips, au restaurant. Donc après le travail, pour ce qui est l'équivalent de métro, après ça, je vais au fish and chips. Il faut savoir que je fais des semaines entre 80 et 100 heures. J'ai fait ça pendant 5 ans. C'était une idée stupide, croyez-moi, hein, ne faites pas ça. C'est une idée stupide. Mais bon, donc les mois passent, 2-3 mois passent, je vois que le restaurant cartonne et tout. Je me dis, bon, en fait, il y a du potentiel. Je vais lui faire une proposition. Problème, le restaurant est en vente à 225 000 $. J'ai pas cette somme, clairement. J'ai pas cette somme. Du coup, cette dame, Rosie, qui était ma patronne, qui m'a tellement aidé dans ma vie, je lui mets l'idée sur la table. Je dis voilà, Rosie et tout, je suis intéressé par acheter ce business, mais j'ai pas la thune. Et là, elle me dit écoute, Pierre, tu travailles pour moi, tu travailles bien, je te fais confiance, je sais que tu es sérieux, je te prête 100 000 balles. Ce qui était l'équivalent à l'époque, avec le taux de change à l'époque, de 80 000 euros. Aujourd'hui, ça fait peut-être 60 000 euros, mais à l'époque, c'était 80 000 euros. Je te prête 100 000 balles. Et elle mettait 100 000 balles aussi. Donc en fait, elle prenait la moitié du business. Et en plus de ça, elle me prêtait 100 000 euros. 100 000 $, 80 000 euros. Je dis, waouh, ok. J'ai donc enfin la thune. Je vais voir le gars et je lui dis, ça y est, je t'achète ton business. On est en 2014. 2014, j'achète Banjo Takeaway. Et
Après n'avoir jamais goûté de fish and chips, avant que j'y travaille, je suis propriétaire d'un petit magasin de vente à emporter de fish and chips. Mais je suis endetté de 80 000 euros. Alors, ce qui est bien avec ma patronne, c'est qu'elle me dit, t'inquiète pas, au début, le temps qu'on voit si on fait de la thune, t'es pas obligé de me repayer. Parce qu'elle a vraiment mes confiances à 3 milliards de pourcents. Elle sait que je travaille pour elle, que si je la paye pas, elle peut me dégager et j'ai tout à perdre. J'ai plus à perdre qu'à y gagner. Du coup, j'aime pas la recette du fish and chips. Je trouve qu'il prend trop l'huile, il devient trop huileux et tout ça. Je change la recette, je regarde sur YouTube des recettes et tout, je teste, je fais des tests, je change la recette. Pareil, on fait des burgers, je crée des burgers et tout ça et tout ça. Et il y a une compétition pour élire les meilleurs burgers dans notre région. Il y a une compétition pour élire les meilleurs burgers, les meilleurs fish and chips, les meilleures pizzas, enfin tout ça. Vous voyez ? Et incroyable mais vrai, 2014, preuve à la pluie, je gagne 2 titres. Le meilleur fish and chips et le meilleur burger. Tout se passe pour le mieux. Il y a du monde qui vient au magasin. C'est cool, je fais un peu de thunes et du coup, je pars un peu, pas vraiment en tête à queue, mais voilà. Avant, j'étais beaucoup plus économe. D'un coup, je commence à m'acheter une belle voiture, 6 cylindres, 265 chevaux. Je pars en voyage 10 jours à la Gold Coast, je claque 4000 balles. Je pars aux États-Unis, je claque 8000 balles. Enfin, voilà. Bon, il faut savoir que mes 2 premières années de travail en Australie, j'ai eu 11 jours de repos. J'avais besoin de décompresser, mais là j'ai décompressé le porte-monnaie. Bon, mais ça, c'est pas comme ça que j'ai perdu les 80 000 euros. C'est tout juste pour vous dire que tout allait bien. Je gagnais de l'argent, le restaurant tournait. En plus de ça, j'avais mon boulot du matin. En plus de ça, ma patronne, comme je vous dis, qui était super bien, elle m'a donné un logement, que je ne payais pas le logement, je ne payais pas l'électricité, je ne payais pas l'eau, je ne payais pas Internet. En gros, pour moi, c'était super facile d'économiser. Je vous ai parlé du boom minier. 2010-2014. Boom minier. 2015, les choses commencent un peu à se dégrader. Pourquoi ? La ville est construite. Il n'y a plus besoin d'autant de personnes qui travaillent dans la construction. Beaucoup de chantiers commencent à se terminer. Beaucoup de gens quittent la ville. Forcément, ils n'ont plus de travail parce qu'il n'y a plus rien à construire. Ils quittent la ville. Maintenant, on est en 2015, décembre 2015. La ville de Karawata connaît ce qui s'appelle, ce qu'on a appelé localement, le mining crash, le crash minier. Le prix du minerai de fer chute. Associé à ça, il n'y a plus de chantier dans la ville. Ils n'ont plus besoin de construire, on a tout. On a un hôpital, on a des supermarchés, on a des maisons, on a même un petit immeuble. Ça paraît dingue, hein, on avait un immeuble. On était fiers, on avait un immeuble dans la ville. On a nos routes, on a tout. Il n'y a plus besoin de travailleurs, ceux qui travaillent dans le BTP. Le prix du minerai fer chute. Les 2 plus grosses compagnies minières qui sont Rio Tinto et BHP stockent leur minerai et mettent en pause ou licencient des gens. La population, en décembre 2015, on perd 50% de notre population. On passe d'une ville de 20 000 habitants à 10 000 habitants. Il y a des gens qui ont fait des crédits, des maisons qui coûtaient $1 million, qui maintenant valent soudainement moins parce qu'il n'y a plus de demande. Ils n'ont plus de boulot. Il y a des gens qui ont perdu leur business. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe ce qui s'est passé dans cette ville en décembre 2015. Tout le monde avait peur de dépenser de l'argent. Plus rien n'allait. Plus rien n'allait. Et du jour au lendemain, je me rappelle, je pars en vacances à la Gold Coast. Ça allait pas trop. Enfin, il y avait vraiment un ralenti au magasin. Mais je me disais, ouais, c'est parce que c'est les fêtes. Et en fait, il y a beaucoup de gens. En fait, cette ville, c'est que des gens qui n'habitent. Mais en fait, il n'y avait pas de ville avant. Donc, c'est que des gens qui viennent de l'extérieur. Et pour Noël, à chaque fois, ils rentrent dans leur famille. Donc, à chaque fois, à Noël, il y avait toujours un ralenti. J'ai dit, bon, peut-être que là, c'est le ralenti. C'est plus ou moins normal. À la rentrée, ce sera meilleur. Sauf qu'à la rentrée, c'était pire. C'était pire. Et là, ce qui se passe, je fais vraiment moins d'argent. Mais alors, vraiment moins d'argent. Je suis obligé de licencier de mes employés. Il y a même des soirs où je travaille tout seul. Je prends les commandes, je réponds au téléphone, je cuisine, j'emballe, je fais tout, j'encaisse, tout. Je suis tout seul. J'ai du mal à rentrer de la thune. J'économise plus.
je dois payer mes factures du magasin, le loyer, la bouffe, les taxes, tout. Tout ça, ça commence à vraiment prendre un poids de plus en plus lourd, 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 de plus en plus lourd. Je tire, j'utilise mes économies toujours dans l'espoir, et ça c'était une erreur, l'espoir. Toujours dans l'espoir que ça va repartir. Alors, attention, la ville est repartie. Il y a à peu près 3-4 ans de ça. Alors, la ville tourne bien mieux que quand on a eu le mining crash. Alors, rien ne va plus. Rien ne va plus, et il faut que je prenne une décision. Et je prends la décision de fermer le magasin. Problème. Je ferme le magasin, mais j'ai toujours un contrat. J'ai toujours la location à payer. La location, comment on dit en français, vous savez, les impôts quand vous avez un magasin ou une maison, ça s'appelle les impôts locaux, un truc comme ça. Ça fait 13 ans que j'habite plus en France, hein, j'ai oublié tous ces trucs-là. En fait, j'ai encore plein de frais, donc c'est-à-dire que ce que j'ai de mon travail du matin, à l'équivalent de métro, en fait, il y a une partie qui part pour payer ces coûts du magasin. C'est une catastrophe. Alors je me dis, mais il faut que je le vende. Mais même que je le donne à quelqu'un. Mais qui veut de ça? C'est un cadeau empoisonné, puisqu'il n'y a plus personne dans la ville. Et là, j'ai acheté ça à un Néo-Zélandais et j'ai vendu ça à un Néo-Zélandais. Je l'ai vendu exactement la somme de 5 000 $, ce qui faisait 4 000 € à l'époque. Je viens de perdre plus de 80 000 €. Donc je vends le magasin, je ne dois plus payer le loyer, j'ai plus tout ça. Mais je dois 80 000 € à ma boss et j'ai plus de thunes. J'ai plus beaucoup de thunes. Il me reste exactement 3 700 $. Et de là, je me laisse pas abattre. J'ai dit non mais c'est mort, moi je suis venu en Australie pour coffrer de la thune, pour me refaire, pour me donner, pour avoir une meilleure vie. Il est hors de question qu'une mauvaise expérience comme ça me foute au sol. Hors de question. Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Je vends ma voiture. Vous savez, le moment où je me suis pris pour un mec qui était blindé, qui m'achète une voiture de 265 chevaux. Je la vends. J'achète un pick-up. Mais pas n'importe quel pick-up. Un pick-up pour travailler avec. De là, en fait, mon idée, c'était de pouvoir mettre un groupe électrogène dessus. Et pourquoi je voulais mettre un groupe électrogène? C'est parce qu'en fait, je voulais ouvrir un food truck, une caravane. Et plus précisément, une caravane à crêpes. De là, je vais sur Facebook Market, et je vois qu'il y a une caravane à vendre. 3 000 $. Je contacte le gars et tout. Je dis ouais, salut, je suis intéressé par la caravane et tout. Je veux savoir si on peut faire un petit prix et tout. Non. Bon, d'accord. Il ne voulait pas faire le prix. Le truc, c'est que moi, j'habite dans une ville où il n'y a personne. C'est pas, je me dis, bon, lui, il veut pas me la vendre, c'est pas grave, j'en retrouverai une autre. Non, il n'y a personne. Du coup, et j'habite à 1600 km d'une grande ville. C'est-à-dire que la prochaine grande ville est à 1600 km d'où je suis. J'ai perdu 80 000 €. Je cherche désespérément quelque chose pour me refaire. Et il me faut cette caravane. J'ai dit, bon, ok, je lui donne les 3 000 $. J'ai pratiquement plus de thunes. Parce qu'en fait, quand j'ai vendu la voiture, j'ai pratiquement utilisé toute la thune pour racheter le petit pick-up. J'ai la caravane, j'ai le pick-up. Et là, il faut que je fasse de cette caravane que je la transforme en food truck. J'ai de la chance, c'est que je suis hyper débrouillard, hyper manuel. Je m'y connais un peu, voilà, j'arrive à faire des choses avec mes mains. La caravane, je la rase. Je rase la caravane, je garde que le châssis. Du châssis, je soude comment dire, une armature. Je sais pas, je suis désolé, je perds mes mots en français. Des fois, j'ai du mal avec le vocabulaire français. Je soude une armature, je ferme et tout ça pour faire une cuisine. Je me renseigne avec avec le Shire, c'est l'équivalent de la mairie et le service d'hygiène. Je dis voilà. Moi, je vais construire ma caravane. Je ne veux pas faire d'erreur. Je ne veux pas que quand vous venez la vérifier, vous me dites non, mais ça ne va pas. Et je dois tout péter, tout refaire. Dites-moi, donnez-moi un bon cahier des charges à suivre pour que ma caravane soit parfaite. Donc là, la dame, elle m'explique tout bien, tout ce qu'il faut que je fasse correctement et tout ça. Je l'ai fait venir 2 fois pendant l'évolution de la caravane pour qu'elle vérifie que tout se passe bien. Je voulais certainement pas arriver à avoir fini ma caravane à crêpes et que je dois tout péter pour changer tel ou tel truc. Ma caravane à crêpes, je l'ai fait toute seule. Toute la caravane. Tout. Électricité, plomberie,
les sous, tout, le sol, tout, les murs, tout, tout, tout. Il y a un seul moment où il y a quelqu'un qui m'a aidé, c'est un pote à moi. J'avais une grande porte et il y avait du vent. J'ai dit vas-y, tu peux soutenir la porte pour que le temps que je mette les rivets. C'est le seul moment où on m'a aidé. J'ouvre la caravane après. Un an plus tard, 300 heures de travail. Un an plus tard, parce qu'en même temps, il fallait que je travaille, hein, donc j'essayais de prendre quand j'avais du temps. Et surtout quand j'avais de l'argent, parce qu'il fallait que je rééconomise pour financer les travaux de cette caravane. Un an plus tard, ma fierté, ça c'était vraiment ma fierté. Parce que le le fish and chips, au fait, en 2016, j'ai regagné les titres. Hein. Voilà, donc j'ai gagné 2 fois les titres. Ma caravane, c'était ma fierté. J'étais trop fier parce que j'avais fait mes mains et tout ça. J'avais presque plus rien et en fait, j'ai construit un nouvel espoir. C'est pour ça que j'étais fier parce que j'ai construit un nouvel espoir. Et quand ma mère, elle était venue en Australie et je lui montrais, j'étais trop fier. Et ma patronne qui a vu ça naître, elle a vu de la caravane que j'ai tout rasé jusqu'au moment où elle est née. Et c'était incroyable. Et en plus, c'était la meilleure caravane, le meilleur food truck. Parce qu'en fait, j'avais respecté toutes les règles. Du coup, il y avait des gens qui m'aimaient pas, qui avaient d'autres food trucks qui m'aimaient pas. Parce qu'en fait, du coup, la femme de l'hygiène, elle prenait toujours ma caravane comme exemple pour leur faire refaire des trucs. Du coup, il y avait plein de gens qui m'aimaient pas. Et c'est pas grave, j'en ai rien à faire. J'en avais rien à faire parce que j'avais un objectif. Me refaire pour me redonner des opportunités pour avoir une meilleure vie. La caravane à crêpes, d'une, j'étais fier, mais c'était un succès. C'était un succès. J'ai pu payer les 80 000 euros. Rembourser les 80 000 euros, économiser un peu d'argent, et on est maintenant en 2018. Mon visa se termine, j'ai fait un renouvellement de visa. Mon visa se termine dans 1 an, et à partir de là, j'aurais pu demander à être ce qui s'appelle Permanent Resident. C'est-à-dire, en gros, c'est la première étape, la dernière étape avant de devenir citoyen australien. J'avais juste à attendre 1 an, faire les papiers. Et là, j'avais, entre guillemets, ma vie toute tracée. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en Australie, la vie est facile, on gagne beaucoup d'argent facilement, on économise beaucoup. Voilà, ma vie était tracée. C'était la sécurité, la voie de la sécurité. Sauf que moi, la voie de la sécurité, je ne l'ai jamais suivie. Je ne l'ai jamais suivie. J'en avais marre en Australie. J'avais plus envie de travailler là-bas. Comment dire, je m'ennuyais. J'étais redevenu pas épanoui. Alors j'étais pas bridé, mais j'étais pas épanoui encore une fois. C'est-à-dire que le sentiment que j'avais eu 7 ans avant en France, j'étais en train de le retrouver. Je voulais une autre vie, je voulais profiter, je voulais vivre pleinement ma vie. Je voulais pas la facilité qui fait qu'en fait je vais aller tout le temps rester en Australie, peut-être faire des boulots qui me plaisent pas. Même la caravane à crêpes, hein, j'en étais fier, mais je me voyais pas faire des crêpes toute ma vie. Je me voyais pas faire des crêpes toute ma vie, clairement. Même si ça marchait bien et tout ça. Donc, il faut un nouveau départ. Et c'est là que justement l'histoire de mon père intervient. Quand mon père est décédé, j'ai pris vraiment conscience que la vie tenait à rien. Il est mort à 61 ans. Ce qui lui est arrivé, ça peut très bien m'arriver. Je peux même décéder plus tôt que lui. Il faut que je profite de ma vie. Je ne veux pas attendre la retraite. Je ne veux pas faire le schéma basique que beaucoup de monde ont choisi. Non, je vais vivre ma vie. Peu importe le risque que je dois prendre. Peu importe si des fois je suis au dos au mur, que j'ai presque plus rien, c'est pas grave, c'est parce que quand on est dos au mur, qu'on trouve les meilleures solutions. Je vends tout. Je vends tout. Je vends la caravane à crêpes. Je vends la voiture qui va avec la caravane à crêpes. Je vends tout. Et pour la petite histoire, pour la petite anecdote, le monsieur qui m'avait acheté mon fish and chips 5 000 $ est la même personne qui me rachète ma caravane à crêpes. Je vends tout, je vends ma télé, c'est décidé, je pars, je m'en fous du visa, je m'en fous que je peux avoir le passeport australien, que je peux avoir la vie facile, que dès que j'ai un pépin d'argent, je retourne en Australie, je retrouve très facilement du travail, je peux économiser très rapidement, je m'en fous, faut que j'ai un nouveau défi, faut que j'ai une nouvelle vie, faut que je profite. Je vends tout. Je vends tout. Et en fait, le truc c'est que quand je travaillais, j'avais toujours une petite coupure. En fait, ce que je faisais, c'est que même pendant que j'avais le fish and chip shop, hein, je travaillais le matin, je commençais à 4h du matin et je finissais à 1h de l'après-midi. Ça, c'était mon boulot du matin. Enfin, j'appelle ça du matin, ouais. Je finissais l'après-midi. Voilà, le premier boulot. Celui qui était à l'équivalent de métro. Je bossais pour l'équivalent de métro. C'était mon premier boulot. Après, j'avais une petite coupure et à 3h, alors avant, c'était à 3h, j'allais au fish and chip shop.
et je finissais vers 9h. Ou sinon, après, quand le fish and chip shop, je l'avais vendu, que j'avais arrêté, bon, ben, soit je travaillais sur ma caravane jusqu'à temps qu'il y avait de la lumière, et après, quand j'avais fini la caravane, ben, je prenais la caravane et j'allais me mettre sur un parking où je faisais des événements, genre des marchés de nuit, des matchs de rugby, des événements de chat, tous ces trucs-là, j'amenais ma caravane à crêpes et je vendais des crêpes. Donc en fait, je travaillais tout le temps. Mais, pendant ma pause, je regardais toujours des vidéos YouTube et de 2 personnes. La première personne, c'est ce petit Français, enfin ce petit Français, il a mon âge, qui s'appelle Alex Viseo. C'était l'un des premiers, l'un des pionniers dans le vlog voyage en France. J'adorais je sais pas, je voyageais avec lui. J'adorais ça. J'adorais ça. Et il faut savoir que moi aussi, déjà, à la base, j'avais un amour pour l'Asie. J'avais fait plusieurs voyages en Asie. Depuis tout petit, l'Asie, ça m'attire. J'étais déjà un amoureux de l'Asie. J'ai déjà fait quelques pays et tout ça. J'étais allé à plusieurs reprises. J'habitais à 2 heures de Bali. D'où j'habitais en Australie, j'étais seulement à 2 heures d'avion de Bali. Donc j'étais allé à Bali 7 fois. J'avais déjà fait la Thaïlande, les Philippines. Qu'est-ce que j'avais fait encore? En fait, plusieurs pays. Et donc je kiffais vraiment le voyage en Asie. Bon, lui, il faisait des vidéos de voyage un peu partout avec ses vidéos. Ok, et après, et surtout, il y avait un Canadien. Un Canadien qui à l'époque commençait dans les vidéos sur YouTube, qui s'appelle Lost Leblanc. Et lui, il faisait des vidéos tous les jours. À l'époque, il faisait des vidéos tous les jours. Et tous les jours, j'étais au rendez-vous, je regardais sa vidéo au moment où je mangeais mon repas du midi, entre mes 2 boulots. Et ça m'inspirait trop. Et au moment où j'ai pris la décision d'avoir une nouvelle vie, je me suis dit, mais moi, c'est mort. C'est ça, je veux faire ça. Je m'en fous, je veux pas faire autre chose. Je m'en fous si ça doit être un échec. Je m'en fous si ça mène à rien. Enfin, tout ça, c'est... Si je perds encore toutes mes économies, je m'en fous. Je dois prendre le risque. Je dois essayer de me lancer sur YouTube et voir ce que ça donne. Mars 2018. Ça y est. J'ai tout vendu. Ma décision est déjà bien plus que prise. Je pars au Vietnam. Je commence ma chaîne YouTube. Je commence ma chaîne YouTube. C'est compliqué. J'ai pas choisi la bonne stratégie. Je faisais des vidéos un peu comme ça, tout ce qui passait, il n'y avait aucune stratégie du coup. C'était vraiment comme bon me semble. Donc je fais ça. Je vais au Vietnam. Donc j'étais au Vietnam à l'époque. Je vivais même au Vietnam avec ma copine vietnamienne à l'époque. Et je voyage au Cambodge, en Birmanie, tout ça. Et mes vidéos ne marchent pas. Mes vidéos ne marchent pas. Je mets 1 an et 7 mois pour avoir 1000 abonnés. Rien que ça. Hein. Croyez-moi qu'il a fallu la motivation. Hein. Quand ça fait 1 an et 7 mois que vous faites des vidéos, ça marche pas, personne ne s'abonne. C'est compliqué dans la tête. Mais j'y croyais. J'avais encore des économies, je voulais tout miser dessus. Et je croyais vraiment en moi. Parce que moi, j'avais un truc. C'est que ma chaîne, d'une, déjà, je voulais être vraiment moi-même et pas jouer un rôle. Et de 2, c'était toujours donner un maximum d'informations. J'étais pas là pour montrer ma gueule, j'étais là pour montrer ce que les gens doivent voir et les informer. C'est-à-dire, tu vas ici, tu peux aller là, et tu pourras dormir ici ou ici. Tu peux manger ici ou ici, et ça coûte tant. Et je pense que c'est ça qui, au final, a fait que j'en suis là aujourd'hui. 2020. Covid arrive. Je fais du voyage. J'ai une chaîne voyage. Covid arrive. Je viens d'être monétisé. J'ai été monétisé en décembre 2019. Le Covid arrive en février 2020. Quand je dis je viens d'être monétisé sur YouTube, à l'époque, je gagnais 8 euros. 8 euros par mois. Donc en fait, tout ce que je cramais, c'était mes économies. Incroyable, hein? Incroyable. Donc en fait, voilà, petit à petit, voilà, je brûlais mes économies, il y a le Covid, je brûle plus de thunes, j'ai de la chance, mais j'ai de la chance. Vous vous rappelez, cette dame, Rosie, qui m'a donné l'opportunité de travailler pour elle, qui m'a fait un visa long terme, qui m'a prêté 80 000 euros, que j'ai perdu mais que je lui ai remboursé grâce à la caravane à crêpes. Elle me passe sa vie, elle a une villa à Bali, sur la plage, elle me la passe pendant 1 an. Alors, elle veut rien.
Elle veut rien, même pas que je paye les factures et tout. Elle m'a dit bon bah écoute Pierre, moi j'insiste. Je dis, non mais c'est mort, je suis pas un profiteur. Je te donne quelque chose, même si je dois mettre sur la paille, je suis pas un profiteur. Par contre, il était hors de question pour moi de rentrer en France ou en Italie, parce que c'était un peu la folie à cette époque-là. Elle me dit bah tu sais quoi, tu fais des trucs pour les locaux. Alors j'ai acheté une vache à un mec, j'ai acheté 2 autres vaches au père de celle qui faisait le ménage dans la villa, j'ai payé l'école à un enfant, j'ai acheté tous les uniformes aux enfants du village, parce que là ils mettaient des uniformes pour l'école. Enfin plein de petits trucs comme ça, pour en fait être redevable. Ma patronne m'a dit ok tu veux faire quelque chose, tu fais ça, donc tu fais des choses pour les gens, j'ai fait les choses pour les gens. Mon ancienne patronne. Donc on est en Covid passe, je rentre au Vietnam, je vais ensuite en Thaïlande. De là, je suis avec des potes. J'ai maintenant 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je gagne des piécettes par mois. Je tape toujours dans mes économies. De là, moi, je regarde mon pote, on parle et tout. Je lui dis, mon pote, c'est quoi? J'ai 1 an pour avoir 10 000 abonnés. Je me donne 1 an pour avoir 10 000 abonnés. Si dans 1 an, j'ai pas 10 000 abonnés, j'arrête YouTube. Je fais autre chose. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais trouvé certainement quelque chose à faire, il n'y a pas de souci. Du coup, je change mes stratégies. Je change les genres de vidéos. Je change mes destinations. Et 1 an plus tard, j'ai 10 000 abonnés. Et après ça, tout s'enchaîne. J'ai maintenant, au jour d'aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, 27 000 abonnés. J'ai écrit des e-books voyages, dont je fais la promotion dans mes vidéos YouTube. Je fais des voyages abonnés, où je prends avec moi des groupes de personnes et ils profitent d'un voyage organisé dans lequel je suis accompagnateur à plein temps. Et je vis désormais des vidéos YouTube et tout ce qui est lié autour, et ce qui me permet de voyager autant. Voilà les amis, c'était c'était mon histoire. J'ai essayé de faire court. Grosso modo, en fait, j'ai perdu 80 000 € à cause que la ville s'est dépeuplée et que du coup, mon business a chuté. Donc, j'ai perdu 80 000 € parce que j'ai pas pu le revendre, ne serait-ce même que le même prix que j'ai payé. Et je devais rembourser cette somme. Et du coup, ça m'a motivé à redoubler d'efforts. Ce qui s'est passé avec mon père, ça m'a motivé à profiter de la vie, à croire en moi encore plus et me donner moyen de faire ce que je veux, ce que j'aime, peu importe les risques. Et donc j'ai perdu 80 000 € et c'est pour ça que je voyage autant. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. C'est la première fois que je parle de moi en fait, parce que d'habitude juste je vous montre des choses. Et c'est pas bizarre parce que bon c'est ma vie, moi je la connais hein, mais c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude. Ceci dit, si la vidéo vous a plu, que vous voulez en voir plus justement sur ma chaîne YouTube et les voyages que je fais, les conseils que je demande, si vous prévoyez de voyager en Asie, je pense qu'il y a pas mal d'informations que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette, moi. I'm good, thank you. Ni ama. Et ça y est, day one. La frog. Elle est là la frog.